Et donc en fait toutes les autres dimensions beaucoup plus profondes que la mode peut intégrer m'ont rassurée et m'ont d'autant plus intéressée en fait dans le sujet. Aujourd'hui, dans le cadre de mon mémoire, justement, j'essaye d'associer ce côté très sociologique et sociétal que peut avoir la mode et j'essaye de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne, comment ça a fonctionné, comment ça fonctionne aujourd'hui et comment ça peut fonctionner demain. Et dans ce cadre-là, le sujet de mon mémoire, c'est une réflexion sur... Merci. Merci. Ah bah j'ai une belle tasse. C'est questionner... C'est l'égalité homme-femme. C'est ça. Ah, ça y est. Merci. Merci. C'est en fait questionner la légitimité d'un directeur artistique aujourd'hui dans une maison qui existe, on va prendre l'exemple de Dior, depuis 1947. Dior est décédé en 10 ans après, en 1957. Et dès 1957, on a eu un nouveau directeur artistique qui a été mis en place, à savoir Yves Saint Laurent. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que Yves Saint Laurent est légitime en fait de devenir ce directeur artistique? Ah ouais. Vous savez ce que je fais en fait Oui, complètement, en fait, de la sociologie. Moi j'y connais rien à Yves Saint Laurent. Mais ça va pas être le... Je suis rassurée parce que c'est pas le débat d'Yves Saint Laurent, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin. Aujourd'hui, il y a un marketing de l'adoration. Et sociologiquement parlant, enfin, de ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai pu comprendre, il y a une tendance, enfin il y a de moins en moins... C'est un sociologue très normal en fait, très normé. Non mais je pense... C'est pas grave, mais je suis sûre que vous avez une idée sur le sujet parce que justement c'est pas tant Yves Saint Laurent spécifiquement dans les années 1957 et plus qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Christian Dior c'est depuis 1957 c'est un nouveau DA, dans la presse c'est waouh le nouveau DA et qu'est-ce qui fait qu'on ait ce marketing de l'adoration pour des personnes qui sont pas du tout légitimes à ce poste-là parce qu'elles n'ont pas fondé la maison Christian Dior, parce qu'elles n'ont pas fondé des maisons. Comment vous avez découvert ce que je fais en fait? J'ai mis un post sur Facebook, je cherche sociologue et j'ai un ami qui m'a transmis votre page Facebook et après je vous ai contacté. Bon, j'espère pouvoir vous dire quelque chose d'intéressant. Je continue et ah oui, allez-y, je pensais que c'était fini. Allez-y. Parce que c'est un contexte un peu... D'accord. Et bref, donc, aujourd'hui c'est de comprendre de moins en moins de personnes se considèrent religieuses en France aujourd'hui et je sais plus qui a dit ça, on observe une courbe en fait avec le luxe, l'univers de luxe, de personnes qui n'ont plus ce sentiment d'appartenance à une communauté qu'elles pouvaient avoir quand il y avait la religion. Et que maintenant elles se tournent vers le luxe pour avoir ce sentiment d'appartenance à une communauté justement. Donc il y a une question d'identité, de retrouver son identité et de retrouver le sens de la communauté à travers la consommation. Consumption is my religion, quoi, en gros. Et donc les consommateurs se retrouvent dans le luxe pour cette raison. Il y a l'ostentatoire, le paraître et aussi le sens d'appartenance à une communauté. Mais on va retrouver des termes qui sont religieusement connotés dans l'univers de la mode. Par exemple, le nouveau directeur artistique de je ne sais quelle maison, on va l'appeler « Ah, c'est le gourou de la mode en ce moment ». Donc il y a les termes « gourou », il y a le terme « créateur », comme le Dieu est un créateur, voilà, là c'est un créateur. Donc il y a toute cette dimension surpuissante qu'on va donner à un créateur. Mais à l'époque, quand on le donnait à un créateur, on le donnait à Christian Dior, par exemple, en 1947. Mais Christian Dior était encore vivant, il faisait encore quelque chose. C'est-à-dire qu'il avait monté sa boîte, on pourrait dire qu'il était légitime à cette époque-là de recevoir, d'avoir cette aura surdimensionnée par rapport à des personnes autres. Aujourd'hui, ces maisons, elles ont perduré. On a encore Christian Dior, et c'est plus du tout la même personne. C'est une personne qui reste créative, certes, mais finalement, elle a beaucoup moins de mérite que Christian Dior.
Et par ailleurs, elle va avoir une aura presque encore plus dimensionnée avec les moyens de communication marketing actuels, etc. Et ce que j'essaye de comprendre, c'est depuis quand on se pose pas de questions là-dessus en fait. Depuis quand c'est normal. C'est ça ce que j'essaye de comprendre. Et en fait, il y a un lien avec le marketing de l'adoration, c'est-à-dire que moi ma question c'est, je conçois qu'aujourd'hui, moi j'ai besoin d'avoir un directeur artistique qui soit surdimensionné, avec l'aura surdimensionnée, avec la persona surdimensionnée, pour pouvoir me sentir bien, pour me dire ok c'est lui qui fait les règles, c'est lui qui dit comment il faut s'habiller, c'est bien, c'est bien, c'est bien. En tant que consommateur, j'en ai peut-être besoin, mais est-ce que j'en aurai besoin demain aussi, ou est-ce qu'on est en train de voir quelque chose dans la société actuelle qui évolue et qui fait que peut-être que demain, moi ça ne me dérangera pas d'acheter des fringues d'une maison qui se revendique anonyme, qui dit que non, nous c'est une équipe. Voilà, on travaille en équipe. Vous n'avez pas besoin de connaître le nom d'une personne en particulier. Vous avez juste besoin d'être amoureux du vêtement et pas d'être amoureux de l'univers qu'on essaye de vous inculquer à côté. J'essaye de comprendre est-ce que ce sont deux tendances qui sont complètement différentes et qu'il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre ou une qui est plus futuriste qu'une autre, ou est-ce que justement ce sentiment d'anonymité qui est en train d'émerger petit à petit avec les nouveaux créateurs, est-ce que ça va être le futur ? C'est ça que j'essaie de comprendre. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider, mais peut-être qu'on peut juste en discuter et voilà, si vous avez une idée. Alors résumez votre question en une phrase. Aujourd'hui, en fait je vais vous donner juste le sujet de mon mémoire. Est-ce que les marques de luxe dans la mode vont continuer à utiliser un modèle, un business model dans lequel l'identité de leur marque est si vulnérable. Vulnérable parce que changement de DA, c'est-à-dire de l'équipe dirigeante. Voilà, c'est ça, changement de directeur artistique, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, un directeur artistique, il va tout refaire. Il refait le logo, il refait l'environnement boutique, il va tout redéfinir à chaque fois qu'il arrive. Le problème, c'est qu'en ce moment, la tendance, c'est qu'ils partent tous les 4 ans à peu près, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on change tout tous les 3 ans. Mais le consommateur, tous les 3 ans, à partir de quel moment il va leur dire mais arrêtez vos conneries quoi. Il y a un moment, je veux dire, soit vous trouvez votre identité, et certes vous la faites évoluer parce qu'on évolue tous et que la mode c'est aussi de l'évolution, on est d'accord là-dessus, on va pas rester statique. Mais arrêtez de nous prendre pour des cons. La mode féminine surtout, parce que masculine, les évolutions c'est tous les 20 ans. Voilà, c'est ça, complètement. Complètement, ça c'est vrai. Costume pour homme de l'an 2000 ou de l'an 2010, à part la largeur de la cravate, c'est quand même... Voilà. Ouais. Et puis 2020 peut-être aussi, ce sera pareil. Ce sera un peu pareil quoi. Faut vraiment sauter de 20 ou 30 ans pour vraiment... voilà. Et donc c'est ça, en fait ma question c'est ça, c'est quand je dis vulnérable, c'est est-ce que les marques vont commencer à choisir des business models dans lesquels le directeur artistique il est un peu moins proéminent. La question c'est ça, est-ce que ça va... Ou est-ce que la société a besoin de gens comme ça, surpuissants, pour les rassurer, pour avoir le sens d'appartenance à une communauté? Je sais pas. Moi j'ai des embryons de réponse, mais en fait je connais pas la délicatesse de vos oreilles et j'ai peur de vous choquer. Ah non, mais alors... non, dites-moi. Mais vous voulez, par rapport à quoi? Enfin, c'est par rapport à ma sensibilité sur la mode ou... Par rapport à... En fait, le problème des interprétations psychologiques, parce que c'est un peu de la psychologie du consommateur, ce que vous me demandez, c'est qu'elle néglige très souvent les arrière-plans et les sous-jacents vraiment terre à terre en fait. Et ma particularité, ce qui fait que ce que je fais fonctionne et que ça clive également énormément, c'est que je rappelle toujours quel est l'arrière-plan et quel est le sous-jacent pratique. Et ça hystérise et ça antagonise beaucoup de jeunes filles naïves, on va dire. Quand on leur rappelle que l'accès au monde du travail pour les femmes au milieu du XXe siècle, c'est pas uniquement par utopie ou par philanthropie, c'est aussi pour les faire bosser pour qu'elles dépensent plus, ça coince.
Ouais. Voilà. Et pourtant, on ne peut pas comprendre le monde si on ne le comprend pas dans sa dimension aérienne et terrienne. Ah oui, Donc oui. il y a la poésie, les métaphores, puis il y a, le concret, quoi. Ouais. Donc, non, mais je pense que c'est bien d'avoir une approche très terre à terre et réaliste du sujet. Hein. Enfin... Bon, alors si vous êtes prête, on va y aller. Ouais. Donc je vais énoncer plusieurs vérités, ou en tout cas ce qui me semble être d'assez de grand bon sens, et puis on va voir si vous vous choquez ou pas. Premièrement, la dynamique interne, l'environnement, l'équipe, l'organigramme de Balenciaga ou de toutes les maisons de couture, 99% des gens s'en branlent. Tout à fait. Voilà. Donc personne ne sait dans la rue qui est à part vous, personne ne sait dans cette pièce. Or, nous sommes dans un lieu urbain, CSP+, où je vous parie tout ce que vous voulez, que tout le monde dans cette pièce a au moins un bac plus 4. Moi y compris, et vous y compris, et voilà, on n'est pas... non mais vous avez bien raison. On n'est pas dans un champ de betteraves. Ouais. Personne ici ne sait de qui vous parlez en fait. Ils ne savent pas et ils s'en foutent aussi. Mais on s'en fout complètement. Ouais, complètement. Moi, je me considère comme esthète, j'aime bien les belles choses, j'aime bien les beaux vêtements, j'ai habillé des hommes pendant presque 10 ans. Je m'en fous complètement de savoir qui est à la tête de Balenciaga. Donc déjà, je pense qu'il faut se méfier de ces univers, la politique, la mode, quelques autres qui ne me viennent pas forcément en tête, qui vivent comme des exomondes, sur une espèce d'exoplanète, où vous demandez à une secrétaire d'État ou un secrétaire d'État ou un ministre, il est persuadé que tous les Français connaissent leur ministre de l'Environnement, de ci, de ça. En fait, les sondages montrent que non. Enfin, je crois qu'il y a un Français sur deux qui est capable de citer plus de 3 membres du gouvernement. Donc la mode favorise ce système pensant, cette machine à penser hyper anthropocentrée, où vous êtes convaincu que ce sont des gourous, alors qu'en fait, moi je vous dis que vos gourous, personne ne les connaît, et deux, tout le monde s'en fout en fait. Ça n'impressionne que les gens de la mode. Ouais, que les gens de la mode, c'est vrai ça. On peut faire le test, si vous voulez, je demande à 3 personnes ici qui dirige Dior, qui est le DA de Dior, de Balenciaga, de Lanvin, tout le monde s'en tape. Quoi. Ça n'intéresse personne. En réalité, il y a 10 000 questions dans votre question, qui est très longue. Ouais. Il y a l'aspect iconographique, où le peuple fréquentant de moins en moins les églises et les lieux pieux, est évidemment de moins en moins soumis à l'iconographie religieuse. On verra tout à l'heure pourquoi Dolce & Gabbana a fait de l'italienne que les Italiennes n'aiment pas, même Monica Bellucci, qu'on aime qu'en France, mais j'habite en Italie et tout le monde se fout de sa gueule. C'est vraiment une débile, quoi. Enfin, là-bas, en tout cas, c'est vraiment... c'est comme si on vous disait Nabila, quoi, ici. Ce qui est très drôle, d'ailleurs. Dolce & Gabbana, on a fait une Madone. Il y a certaines poses où elle a pas le crucifix, mais enfin, elle a vraiment le langage corporel, elle prend la lumière comme une Madone sur un tableau florentin de la Renaissance. Donc, en fait, le peuple, l'Occident, notamment la France, a, on va dire, en vidant les églises et en réduisant sa fréquentation des lieux pieux à peau de chagrin, comme dirait Balzac, a vraiment ouvert la voie à ce que les icônes, finalement, proviennent non plus du sacré, mais du contraire du sacré, c'est-à-dire du monde marchand. Donc ça ne choque personne, aujourd'hui, comme Monica Bellucci sur une pub Dolce & Gabbana pour des lunettes de soleil, soit présentée comme une Madone. Vous l'auriez fait il y a 300 ans, vous étiez au bûcher. Et au bûcher, c'est-à-dire que votre vie s'arrêtait, c'était fini. Vous étiez pourchassé, tondu, et voilà. Donc c'est déjà que le fait que le peuple puise ses icônes dans le monde marchand, c'est une révolution dont on n'a pas conscience, mais qui est extrêmement profonde. Ensuite, pourquoi ce culte ce culte divin dans cet exomonde qui s'appelle la mode et la haute couture, etc. Je pense qu'il faut bien comprendre que on vit soit dans le monde
des idées, soit dans le monde des objets, soit dans le monde des personnes. Et la mode est un monde ou un exomonde où la féminité est exacerbée, puisque en gros c'est des homosexuels qui habillent des filles. Donc c'est un homme qui prétend être tellement femme qu'il sait comment dessiner la féminité. Enfin, il n'y a pas de H en fait, il n'y a pas ce que j'appelle l'hétéro-binaire de base. En gros, un brave mec normal, il passe un mois dans une maison de couture, il devient fou en fait. Ouais. Donc, je pense que entre le management, les manières, la mondanité, etc., le mec il pète un câble, quoi, c'est insupportable. Je sais pas, vous mettez un fan de foot de l'OM parce que vous venez de là, vous le mettez là-dedans, au début il trouve ça rigolo, puis après il dit mais laissez-moi sortir, c'est horrible sûr, quoi. C'est sûr. Et donc du coup je pense que le culte du leader suprême a d'autant plus d'emprise que F, c'est-à-dire le plus petit dénominateur commun féminin, c'est-à-dire en gros le logiciel féminin pur, qu'aucune femme n'a, parce qu'aucune femme n'est complètement... Enfin, j'utilise cette dissociation que Jung, le psychanalyste, utilisait entre l'animus et l'anima, l'âme féminine et l'âme masculine. On est tous un peu les deux. Personne n'est enfin, à part un ogre préhistorique, personne n'est complètement H. Et la femme pure n'existe pas, parce que la femme pure ne peut pas survivre. À un moment, il faut qu'elle fasse usage de son sens logique et pragmatique pour quand même pas succomber à chaque... voilà. Donc on est ni l'un ni l'autre, mais néanmoins le fait de comprendre les archétypes permet d'articuler une pensée. Si vous ne connaissez pas les archétypes, en fait vous ne pouvez rien comprendre. Donc la mode est un monde qui fonctionne sur un modèle essentiellement féminin. Même s'il y a des hommes dedans, ils sont tous homos. Oui. Voilà, bon. Et le culte de l'homme providentiel, du leader incontesté et incontestable, est une plante qui pousse sur un terreau extrêmement féminin. Il n'y a pas plus admiré qu'un tyran. Il y a plein de photos d'Hitler entouré de groupies, de Mussolini, tous les tueurs en série, du moment où ils mettent le pied en prison, reçoivent des demandes en mariage à des centaines par an. Il y a plein de bouquins là-dessus, plein de sources. Le culte d'un homme qui pourvoit à tous vos besoins et qui les précède même, donc c'est-à-dire qui devine l'avenir, qui dessine le monde et qui exerce sur vous une emprise tyrannique, c'est essentiellement féminin. Ouais, c'est hyper intéressant parce que oui, la preuve c'est qu'on n'a pas forcément l'inverse avec dans le monde de la mode masculine, quoi. Non, parce qu'un homme questionne. Une femme a besoin d'être... Enfin, pas une femme, mais F, l'idée de la femme, bien sûr. a besoin d'être subjuguée, c'est-à-dire sous le joug d'une personnalité, ensuite la suit aveuglément. Toutes les femmes qui ont voté pour Macron, personne ne connaissait son programme. J'ai étudié ça, personne ne savait ce qu'il y avait dans son programme. C'était juste qu'il avait validé les cases. Il était jeune, il avait épousé... Moi j'ai fait ça pour ça. Il avait épousé sa mère de substitution et il avait prétendu être féministe et progressiste. Donc déjà, voilà, c'est bon, vous dites ces quatre choses, vous êtes élu. Personne ne savait ce qu'il y avait dedans. L'homme questionne. L'homme questionne, l'homme conteste. C'est hyper intéressant. Et effectivement, dans une si on considère que c'est un exomonde qui est un peu clos sur lui-même et finalement qui n'a de compte à rendre à personne. Puisque le client de base s'adresse à Zara et H&M, il ne s'adresse pas à Balenciaga. Qui s'habille en Balenciaga, personne. Enfin, sur 1000 personnes, une peut-être même pas. Donc du coup, ils n'ont de compte à rendre à personne. Ils vivent dans un exomonde où la disparition de la raison du monde traditionnel et de la valeur marchande des choses, c'est-à-dire cette disparition du père de famille pragmatique et terrien, genre du bon père paysan, qui dirait mais non, un sac à 5000 €, c'est pas normal. Ça n'est pas normal. C'est-à-dire qu'il n'y a rien au monde qui justifie qu'un sac de 30 cm par 20 vale 5000 €, indépendamment de sa matière, indépendamment que la chaîne soit en plaqué or, c'est pas possible. Et donc cette capacité à vivre en exomonde et à ne rendre de compte à personne, en plus dans un environnement ultra féminin
et donc propice à être subjugué par, Parce qu'il ne questionne pas. par le nouveau gourou ou ce qui a été décrété comme tel, puisque F est très susceptible d'accepter comme déterminant, comme surpuissant, comme star, comme quelqu'un qui la régence, une personne, même si elle ne l'a pas choisie, mais si elle a été validée par une autre, ce qu'on appelle la preuve sociale. C'est pour ça que F aime beaucoup dans les magazines féminins les sélections. Genre coup de cœur mademoiselle, nous avons décidé que ça c'était cool. Ah bah alors si vous avez décidé, alors c'est cool. Et alors ça, vous avez dit la production sociale ? Non, comment ça s'appelle ? La preuve sociale. Ah, la preuve sociale. La preuve sociale, c'est la capacité à accorder des vertus à quelqu'un ou quelque chose, non sur ses qualités objectives, mais sur ce que les autres en disent. C'est pour ça que toutes les revues féminines, toutes les blogueuses, etc., donnent leur coup de cœur, leur j'approuve, etc. C'est les expressions, c'est le truc que tout le monde s'arrache, le hit bidule. C'est ça, c'est hit, donc c'est parce que 3 bimbos à Hollywood ont décidé de porter des moon boots en plein été, alors je vais le faire. Sans questionner en fait, ça n'a aucun sens, c'est stupide. Le jour où elle l'a fait, elle a peut-être la fièvre, ou elle a peut-être des verrues aux pieds, mais non, on va le faire parce qu'une hit personne l'a fait, donc c'est cool. Donc si vous ajoutez toutes ces caractéristiques bout à bout, vous créez les conditions objectives, et c'est ça que j'appelle les arrière-plans ou les sous-jacents objectifs, vous créez les conditions pour qu'apparaissent des gourous. Parce qu'un gourou n'apparaît pas sans condition de départ. Hitler n'est pas apparu sur la Lune. Il est apparu dans un contexte économique et historique et temporel à un moment précis. Aujourd'hui, ça ne serait pas possible. S'il y a tous les, enfin, ça serait pas possible. On n'est pas dans le même moule, contexte, temps, époque, etc., etc., etc. Donc je pense que l'arrière-plan, pragmatique, c'est un peu ça. Et est-ce que par exemple F et H, bien entendu, tout comme là on revoit le sous-jacent, etc., et le contexte, est-ce que justement, ils ont une définition de base, chacun de leur côté, est-ce que cette définition, elle est vouée elle-même à évoluer, malgré le fait qu'on ait besoin de les définir en termes de base. Voilà, F à la base est plus, ne questionne moins que H, etc. Mais est-ce que F, ce caractère de base, est-ce qu'il peut lui-même évoluer, ou est-ce qu'on part du principe qu'en 2200, on sera toujours à dire que F est moins tendance à questionner? Alors là, il faut que vous fassiez un choix, qui est un choix de vie et presque un choix politique, qui est de savoir si vous vous rangez du côté des utopistes ou du tragique. C'est une distinction d'un écrivain, un philosophe qui s'appelle Sowell, Sowell, qui a théorisé, qui a découpé le monde en deux en disant il y a les utopistes et les tragiques. Si vous êtes utopiste, vous pensez que la pente naturelle des choses, c'est-à-dire ce vers quoi nous allons sans faire aucun effort, c'est le mieux. Ok. Donc évolution positive, quoi. Voilà. Si vous êtes du côté des tragiques, alors vous pensez que la pente vers laquelle vous tendez sans effort, c'est le pire. Ce qui ne veut pas dire que le mieux est impossible, mais ce qui veut dire que le mieux demande travail, patience, effort et intelligence. D'accord, L'utopiste pense que sans rien faire, de toute façon, on va vers le mieux. On va évoluer, ouais. Le tragique dit non, si tu fais rien, tu vas devenir une grosse connasse. Ouais. Ok. Ouais. Donc, pour ne pas devenir une bimbo superficielle, creuse, vaine, veule et insupportable, tu dois faire un travail qui va consister à identifier ce qui te caractérise, ce dans quoi tu es naturellement bonne, et à travailler ce dans quoi tu es naturellement un peu déficiente. Moi, je suis très tragique. Je pense que si on ne fait rien, on devient juste une pitoyable version de ce qu'on est. Je pense qu'on ne peut devenir mieux que par l'effort, la patience, la culture, etc. Bon, c'est un choix de vie, c'est un choix politique, c'est presque une religion, entre guillemets. Il y a des utopistes maladifs. C'est une idéologie, quoi. Et des tragiques maladifs. Il y a des gens, on ne peut pas en discuter. Comme il y a des extrémistes, quoi. C'est ça. Il y a des gens, on ne peut plus parler, quoi. Il y a des utopistes qui sont en général à l'extrême gauche politiquement. Vous ne pouvez même pas
leur parler, quoi. C'est-à-dire que à un moment, ça coince, ils vous antagonisent tout de suite, quoi. Ouais. Donc, un tragique comme moi, et comme la plupart des gens sérieux sur le sujet, disent qu'il y a une vérité immanente sur la femme et l'homme. Et il y a beaucoup de livres qui s'appellent... j'ai fait une fiche de lecture sur une auteure italienne, pas une féministe hystérique, hein, non, une scientifique, une femme médecin qui a combattu l'ordre établi et qui a eu son diplôme de médecine fin 19e siècle, début 20e, c'est-à-dire à une époque où une femme n'était pas médecin, quoi. Donc vraiment une femme qui s'est confrontée au réel, qui a écrit L'âme de la femme et qui confirme tout ce que je dis. Il y a Violette, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a écrit L'éternel féminin. Enfin, il y a tous les auteurs un petit peu sérieux sur le sujet reconnaissent une vérité immanente ou une résilience immanente à H et F. Ok. Je parle de notre monde, hein. Je dis pas que dans une caste indienne ou dans un village pygmée ou ces gens je les connais pas, je suis pas que le Lévi-Strauss, j'ai pas étudié les pygmées, j'ai pas étudié les Indiens, les Africains, tout ça. Donc, je parle de notre monde occidental. Oui. Il y a une résilience, une nature, une immanence de H et F. Et que la mode comment dire, cette glorification d'un Dieu créateur participe à comment dire, peut-être qu'elle est déjà fondée dessus, sur cette principe. Grandir, c'est s'identifier et comprendre qui on est. Pour grandir et comprendre qui on est, il n'y a pas 50 000 moyens. Il y a être utile, c'est-à-dire travailler très jeune et produire un truc utile. Il y a deux, se confronter, c'est-à-dire voir qui nous combat et comprendre que si eux nous combattent, ça veut dire que ce qu'on fait c'est bien. Et trois, il y a se voir dans le regard de l'autre. C'est-à-dire vous comprenez parce que un certain nombre de regards convergents vers vous ont dit vous êtes blonde. Quand vous avez 3 ans, on vous dit ça veut dire quoi blonde, je sais pas machin, bon vous y croyez à moitié. Puis au bout de 1500 fois on vous a dit t'es blonde, tu dis bon c'est peut-être quand même un peu vrai. Donc ça c'est le regard d'autrui. Et plus on est dans une société où on se met à travailler tard, donc à avoir des études, ce qu'on appelle des études du tertiaire, donc des diplômes secondaires, de management, d'économie, de communication, etc. Donc on échappe à la production réelle. À l'étape numéro 1 de la on échappe à l'étape numéro 1 parce que vos parents vous ont pas mis à 14 ans boulangère, quoi, à pétrir le pétrin à 4h du matin avec des bottes en caoutchouc par 10 degrés, quoi. Vous avez échappé à ça. Donc déjà l'étape 1 saute. L'étape 2 est on va dire très dévalorisée par la psyché collective, l'inconscient collectif qui survalorise la négociation, la douceur, l'horizontalité. Les valeurs de confrontation directe sont ostracisées. On dit non, tu vas tout régler par comment dire, les valeurs molles, quoi. Enfin, l'harmonie, la discussion, le gagnant-gagnant, la mode du gagnant-gagnant, les négociations où tout le monde gagne, etc. Donc finalement, puis en plus, F aime pas beaucoup se confronter en direct. C'est souvent les ragots dans l'entreprise, vous n'entendez jamais ce qu'on pense de vous par devant, c'est toujours par derrière. Voilà. Donc quand vous ajoutez petit a et petit b, ou petit 1 et petit 2 sur votre cahier, vous vous rendez compte qu'en fait il reste un peu que 3, quoi. Ouais. C'est-à-dire, je vais finalement, à défaut d'être extrêmement utile comme pouvait l'être quelqu'un qui faisait les charpentes du toit ou une obstétricienne, ou des gens qui ont vraiment en eux l'utilité. Une obstétricienne, par exemple, si elle n'est pas là, le bébé il n'est pas, quoi. Donc à un moment, on n'a pas à se questionner de qu'est-ce que je fais. Il n'y a pas d'obstétricienne fan de mode. Pourquoi ? Parce que la nécessité passe des gens connais une en plus, c'est une de mes meilleures amies. Je veux dire, quand on se dispute ou qu'on se chamaille sur un truc, à la fin elle me dit bon, toi tu fais pas naître les bébés, ta gueule. Ouais. Au fond, c'est voilà, moi je suis utile, toi tu fais que causer, quoi.
Donc quand on ajoute petit 1 et petit 2, il reste que finalement un mode extrêmement commode de se définir, c'est par le regard des autres sur soi. Et la connaissance de l'art du vêtement et de l'apprêtement, c'est savoir influer du regard des autres sur moi. Que plus vous savez vous mettre en avant avec une espèce de fausse simplicité négligée, genre j'ai pas fait exprès, je suis trop mignonne, oh là là, rien me va, oh mon dieu, je mets la chemise de mon mec et c'est trop sexy. Plus on sait faire ça, plus en réalité on sait manipuler et influencer le regard de l'autre à son profit. Et après on se prend au piège de sa propre définition, puisque finalement ce qu'on croit être soi, c'est ce que les autres en disent, mais ce que les autres en disent, c'est ce qu'on porte, c'est la façon dont on se meut. C'est un cercle vicieux. À la fin, ça fait des obsédés de l'apparence et ça fait des vlogueuses mode. Ça fait, vlog numéro 377, comment étaler mon fond de teint, vidéo numéro 400 millionième, virgule, je sais pas quoi. Elle a toujours à parler de ses cheveux, quoi. Ça fait 400 000 vidéos, elle ne fait que parler de ses cheveux. Ouais. Ouais. Mais voilà, ça, ce sont des principes ce sont des principes qui régissent la majorité, les 90% de cet exomonde qui est la mode. Mais c'est vrai qu'au sein même de la mode, il y a aussi des marques et des entreprises qui sont qui suivent moins cette trajectoire tout définie et qui vont par exemple ne pas forcément glorifier le directeur artistique. Et c'est pour ça que finalement ma question, elle vient de ça aussi. Je me dis mais on est d'accord qu'il y a tout ça. Bon, j'aurais jamais été capable de le décrire comme ça, mais je le ressens. C'est très féminin cette phrase. C'est-à-dire oui, ce que vous venez de dire, c'est l'incarnation de la féminité. D'accord. Je suis d'accord parce que je le ressens. Cette phrase, c'est... Je le ressens, mais je ne peux pas l'expliquer, quoi. C'est ça. C'est l'incarnation de la féminité, ce que vous venez de dire. D'accord, ok. Ou des homos. C'est une phrase de femme ou d'homo. Ouais, jamais un homme très masculin vous dirait ça. Jamais, vous l'entendrez jamais de votre vie. Si vous l'entendez un jour d'un homme très masculin, cette phrase-là, c'est-à-dire, j'ai entendu ce que tu me dis, je ne saurais pas le réexpliquer, mais je le ressens comme vrai. Si un homme masculin vous dit cette phrase, je vous offre tout ce que vous voulez. En cash. C'est une valise de cash, je la pose sur la table. Ça n'arrivera jamais. Bon, c'est bon à savoir. Et même votre gestuelle, quand vous l'avez dit, vous avez fait quelque chose de très féminin. C'est quoi ? Vous avez fait un truc avec vos bras très, très girly comme ça, voilà, exactement. Vous n'avez pas fait ouais, en fait j'arrive à le ressentir, quoi. Ouais, vous voyez que ça colle pas. Ça allait pas avec le discours. Il y a quand même des marques qui se détachent de tout ça, et ce qui fait que je me pose des questions. Je me dis mais est-ce qu'il y a une seule vérité ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Ou est-ce qu'il y en a une qui est en ce moment vérité A et qui va devenir vérité B le jour où l'autre vérité deviendra plus grande ? Est-ce que c'est un jeu, ou est-ce que c'est juste il y a les forts et il y a les petits, comme il y aura toujours les forts et les petits ? Non, je pense que c'est le fonctionnement normal d'un marché du travail. Ça fait un moment, s'il n'y avait que 10 maisons de couture et donc 10... j'adore ce morceau, c'est mon morceau préféré. Une Sentimental Mood. S'il n'y avait que 10 maisons de couture et donc 10 gourous à chaque moment, que feraient les... Que feraient les... Vous avez coupé mon morceau préféré. C'est vrai ? Ouais. Oh, j'aime pas celui-là. Vous aimez pas les Sentimental Mood ? Ah non. Oh là. Désolé. C'est pas possible. Si ça arrive encore. Si il n'y avait que 10 opportunités d'être aux manettes, comment dire, il n'y a aucun marché de quoi que ce soit qui se satisferait d'un monde du travail où n'existe que 10 postes en fait, que 10 maisons dans lesquelles il faudrait se faire adouber, sachant que l'adoubement dans les mondes hautement homosexuels, ça passe aussi par les attouchements, comme tout le monde le sait, comme oui. Non, je faisais une petite truc, enfin. Un marché du travail où n'existerait que 10 maisons dans lesquelles il faudrait se faire adouber, n'est pas viable. Il est évident qu'il y a des gens qui ont une mentalité entrepreneuriale, qui vont saisir
un inconscient collectif et qui vont monter leur boîte et l'incarner. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un marché qui est réglementé. C'est pas comme notaire, par exemple. Si vous voulez devenir notaire, si vous avez cette passion, ce qui est déjà très bizarre en soi, enfin bon, si depuis votre petite enfance vous rêviez de devenir notaire, ben vous ne pouvez pas. Parce qu'il faut reprendre l'étude de quelqu'un, et puis en général c'est le fils, etc. C'est parce que c'est réglementé. Mais personne ne vous interdit de monter votre maison de montres, de bijoux, de quoi que ce soit. Ok. Oui, donc, du coup, que si vous avez la fibre entrepreneuriale, plutôt que d'aller vous faire insulter, mépriser par des grandes folles ou chez Guerlain, ou chez, c'est tous les mêmes, de toute façon, parce qu'ils tournent, vous pouvez vous dire, bon, moi les folles, ça commence à me gonfler, moi j'ai telle et telle compétence, mon ami, mon compagnon, ma meilleure amie, etc. ont telle et telle compétence, on va monter un truc, on va faire que des pulls gris, voilà. Ouais, non mais je comprends, en fait c'est purement... c'est économique en fait. Ouais. C'est ce que j'appelle toujours partir du sous-jacent et des arrière-plans pragmatiques, en fait. C'est économique, normal, etc. Économique, Puis quand on ne trouve pas la solution avec les arrière-plans un peu pragmatiques, après on peut monter, on peut philosopher, on peut être ésotérique, on peut parler de l'astrologie, de Dieu, de tout ce qu'on veut. Mais déjà, commençons toujours par pourquoi ça peut exister d'un point de vue... Je prends souvent cet exemple qui m'a valu beaucoup d'insultes. Je dis pourquoi les femmes se sont mises à conduire vers les années 60, 70 et pas avant. Parce que des belles voitures. Non, parce qu'avant il fallait comprendre la mécanique pour conduire. Il fallait savoir démarrer le moteur à la main, il fallait régler plein de trucs et ça les saoulait. C'est seulement depuis les années 60-70 que vous tournez la clé que ça démarre. Avant, il fallait avoir une manivelle, il fallait savoir, il y avait des tirettes pour mélanger l'huile et l'essence. Il fallait savoir regarder la température d'huile, il fallait en roulant régler des trucs. Ça vous intéresse ? Non, ça non. Mais non. Par contre, vous dites bon, allez, start-stop, électrique, boîte auto, là, ça peut peut-être vous plaire. Mais si je vous dis, bah tu vois, en fait, dès qu'il fera moins de 10 degrés, faut que tu ouvres le capot, tu vois le démarreur, là, prends ta main, tu mets ta main là, tu mets la manette là, et là, vous vous dites, mais c'est pas possible. Ouais. Et voilà, c'est pour ça que les femmes se sont mises à conduire. C'est parce qu'il a fallu qu'on invente la clé de contact. Avant, il n'y avait pas de clé de contact. Il y avait des boutons, des tirettes, il fallait remplir un petit truc d'essence, une aiguille montée, il fallait tout de suite arrêter, mettre un peu... Voilà. Ça s'appelle réfléchir par le côté tangible des trucs. Ouais, c'est pas que tout à coup elles se sont dites je suis superwoman, je vais conduire. C'est parce qu'à un moment c'est devenu possible. Ouais. Et une de mes questions, c'était avant qu'on ait toute cette discussion, c'était de savoir si... justement, Dolce & Gabbana, ils sont deux. Valentino, ils étaient deux aussi. Il y en a d'autres, c'est carrément des équipes qui représentent donc l'idée du directeur artistique star. Est-ce qu'on a une... est-ce que c'est... Si on parle en termes avec l'idée religieuse, encore une fois, c'est certainement plus facile d'aduler une seule personne plutôt que 12 personnes, parce qu'on est peut-être dans une société capitaliste qui fait que l'individualisme, c'est ce qu'on leur prône. Oui, c'est pour ça qu'on invente le mannequin star. Ok. C'est pour ça qu'une marque décide à une époque donnée de se cacher, entre guillemets, derrière un visage. C'est plus facile pour faire passer des messages Ah oui. Ok. On prend la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, Voilà, on dit voilà, on va lui filer 5 millions, ça va être notre image. Et en gros, l'imaginaire de la consommatrice de base, la consommatrice de base, elle va pas là-dedans, elle va chez Zara. Mais sauf que Zara s'inspire de quoi ? S'inspire de ça. Donc, il faut que ces icônes soient suffisamment loin du peuple pour en être admirées. Comme disait Nietzsche, personne n'admirait les étoiles si on pouvait les mettre dans sa poche. Si vous pouviez lever le bras, prendre 4 étoiles et les foutre dans votre poche, tout le monde s'en foutrait. Donc on les admire parce que c'est très loin et qu'on les verra jamais. C'est ce que Hollande n'a pas compris quand il bavardait, il badinait avec les journalistes, c'est qu'à un moment on ne pouvait plus le blairer. Parce qu'on le voyait tout le temps à faire des blagues nazes comme notre tonton. C'est devenu le tonton relou au dîner, quoi. Ouais, déglorifié par voilà. Donc il faut que les images des marques soient suffisamment, on va dire, elles aient le sang bleu pour être suffisamment inatteignables, mais en même temps qu'elles soient le ralliement de l'inconscient collectif pour qu'on puisse s'y identifier.
Donc il faut quand même qu'elles aient un côté moins surréaliste que les start-up modèles des années 80-90. Ah, merci beaucoup. Rien. Que les stars de top modèles, Claudia Schiffer, etc., qui avaient des espèces de physiques d'extraterrestres. Physiquement, c'est des extraterrestres. Je veux dire, Claudia Schiffer, un mètre, je sais pas combien, le visage ultra symétrique, les pommettes ultra saillantes. Je veux dire, personne n'est comme ça, quoi. Donc aujourd'hui, on voit que quasi toutes les images des marques sont des nanas mignonnes mais normales. Je m'avance peut-être, je m'y connais pas à ce point-là, mais j'ai l'impression. Enfin, la fille de Vanessa Paradis, là, qu'on voit partout, elle est Mimi. C'est pas Cindy Crawford. C'est une fille Mimi. Oui, mais à la base, elle est pas mannequin, quoi. Voilà, c'est ça. Elle a une vie. C'est ça. Comme nous, on a des vies. Et donc, Enfin, je veux dire une vie normale, parce que les mannequins ont des vies aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base, elle peut bosser dans une C'est ça, boîte, voilà. Une entreprise, machin. Et donc du coup, la marque décide que plutôt que de s'étriper à ce que l'équipe de DA ou le DA ou je sais pas qui fasse le cacou sur Instagram pour essayer d'incarner machin, il est beaucoup plus facile d'acheter une image d'une personne et à la limite de la coacher, de la suivre, de la canaliser, de l'encadrer. Et je pense que les stratégies de réponse entre guillemets du système aux DA anonymes et aux équipes de création anonymes, c'est d'acheter l'image de quelqu'un en fait. Et c'est l'extension de la raison marchande. C'est nous, on n'a pas d'image, on est une bande de financiers et d'inconnus. Genre, c'est deux investisseurs juifs, un Polonais qui importe le tissu, deux étudiantes de l'EFAP qui font la com et un conteneur qui fait venir la production de Chine. Je caricature à peine, mais enfin c'est quand même pas loin d'être ça. On va pas nous incarner le désir. Je veux dire, non, c'est pas ça va, voilà. Donc on va prendre une semi-inconnue qui a 300 000 fans sur Instagram et on va se l'acheter. Donc c'est le marché qui achète revend, loue, abandonne son image quand elle veut. Puis comme les gens ont une mémoire de pigeon, l'image elle peut être blonde aux yeux bleus en 2017 et elle peut être noire aux yeux marrons en 2020 et rousse aux yeux verts en 2023. Ça choquera personne. On dira c'est le changement, c'est la tendance. Ouais. Mais parallèlement, il y a des entreprises qui vont... Si je prends l'exemple de Hermès. Alors déjà, Hermès, ils ont certes une directrice artistique qui va s'occuper des collections prêt-à-porter, etc. Qui est connue, dans le sens où on a eu des articles sur cette personne, mais qui ne va pas être aussi connue que John Galliano à l'époque, quand il avait fait son discours antisémiste, etc. Ou Karl Lagerfeld. Voilà, c'est Karl Lagerfeld, c'est Chanel, etc. Hermès n'a pas un DA comme Karl Lagerfeld, aussi promu. Et par exemple, eux dans le marketing d'Hermès, que ça soit dans les parfums, dans les objets, dans les carrés, dans les sacs, ils ne vont jamais choisir de célébrité. Parce que justement, dans la philosophie, c'est le produit au cœur de notre discussion et non pas l'image de quelqu'un, à l'inverse de Dior, Chanel, justement, etc. Et donc, ils vont avoir une philosophie qui est un peu plus anonyme et qui va laisser plus s'exprimer le produit. Et par définition, ensuite, si on fait parler le produit, on fait parler les petites mains qui ont fait ce produit. Et c'est ça qu'on va mettre en valeur. C'est la qualité de ce produit-là, parce qu'en fait, il se suffit à lui-même. Il a besoin de personne pour raconter une histoire, il se raconte tout seul. Et il y a ce cas de figure qui existe aussi, qui est peut-être moins, qui est moins imagé parce qu'il fait moins rêver, mais ils arrivent quand même à vivre sur ce concept-là aussi, quoi. Plus anonyme. Je vais encore une fois radoter et encore une fois revenir aux fondamentaux, mais enfin dans une boutique Hermès, il n'y a pas un Français quoi. Il n'y a que des Chinois. Ouais. Il y en a une à Rome à côté de chez moi, il n'y a que des Chinois. À l'époque où j'habillais les gens, je crois qu'Hermès c'était vers la rue Cambon, là, rue du
je sais plus quoi là. Au Faubourg Saint-Honoré. Ouais, à l'angle avec rue Ouais. Faubourg Saint-Honoré et Ouais. rue Cambon, ou pas dans le coin là, derrière le Ritz, ou derrière le Crillon, je sais plus. Enfin bref, ouais, où c'est. Quasiment personne parlait français. C'est-à-dire qu'on rentrait, on nous parlait anglais. Tellement il était presque évident qu'on ne pouvait pas être français. Donc moi j'ai l'impression que je suis au risque d'être en désaccord avec vous, mais bon, comme je suis H et j'ai pas beaucoup de F, du coup j'ai pas du tout peur des désaccords frontaux. Je suis pas d'accord et je pense qu'en réalité Hermès fait partie de ces marques qui incarnent la France et qu'en fait les étrangers se l'achètent parce que c'est un truc qu'ils peuvent ramener dans leur bagage, qui pue pas comme du saucisson et qui est toujours bien vu chez eux et en plus qui est taxé chez eux et dont ils peuvent crâner parce qu'ils l'ont payé moins cher ici, voire ils le revendent. J'avais des amis dans les marques de luxe, ils disaient que les Chinois, etc., achetaient du Gucci, du machin, pour le revendre chez eux, parce que chez eux, c'est taxé à 30 ou 40%. Donc il suffit qu'ils le revendent à plus 10 ou plus 20, ils sont déjà à 20% en dessous du prix normal, et eux, ils ont payé leur voyage. Non, mais c'est pas mal aussi l'image du saucisson. Pour moi, Hermès, c'est un morceau de France. On est à Paris, qu'est-ce qu'on peut rapporter on ne peut pas rapporter une armoire du 18e, c'est pas possible. On ne peut pas rapporter une deux chevaux. On ne peut pas rapporter un morceau de Debussy ou une aile du château de Versailles. Or, c'est quoi la France? C'est ça. Donc à la fin, on finit par rapporter quoi? On finit par rapporter une cravate à 170 €, parce que je crois que c'est le prix, ou un carré à 200. Voilà. Ça rentre dans la valise. C'est la classe parce qu'en plus on l'a dans un beau sac avec un beau papier de soie et on s'est rapporté un bout de France. Mais pour moi ils n'achètent pas de la mode, ils achètent un morceau de France. Le vin c'est lourd, ça peut se péter dans la valise. Je suis très pragmatique mais c'est vrai. Mais c'est ça. Chaque fois que je rapporte du vin je me dis mais si ça se casse je suis dégoûté quoi. Tandis qu'un chat, le machin ça fait toujours plaisir. C'est des morceaux de France. Pour moi, ça échappe même à une logique de mode. Pour moi, c'est pas une marque de mode, Hermès. Ouais. C'est acheter des morceaux de France. Puis c'est plus intemporel. Ça, je ne sais pas, mais j'ai l'impression quand même, de ce que je vois à la boutique Hermès de Rome, à Campo Marzio, les gens rentrent là-dedans, ils ressortent avec n'importe quoi, ça leur va même pas. Ils achètent un morceau de... Alors, en l'occurrence, on n'est pas en France, mais de style, on va dire, européen ou de style occidental. Après, ils le mettent en Russie ou en Chine avec n'importe quoi, des tennis, enfin, ils mettent nimp, mais ils ont rapporté un bout de France. Et juste pour en revenir donc à cette glorification, aujourd'hui, Il existe des directeurs artistiques qui vont chapeauter deux marques complètement Je différentes. savais pas. Et c'est le cas par exemple de là où je travaille. On a un directeur artistique. S'il vous plaît, je peux avoir une petite carafe d'eau, un verre d'eau? Merci beaucoup. On va avoir un directeur artistique, donc qui, par exemple là qui travaille chez Balenciaga et qui à côté de ça bosse pour sa marque. En même temps, il fait pas une pause, que ce soit quoi. Et en fait, la Je question ne sais pas comment il s'appelle. Demna Gvasalia, d'origine géorgienne, il a bossé chez Louis Vuitton. Il est vachement influence ex-URSS, un peu edgy, un peu fashion. Très style très spécial, mais je vais juste vous montrer en fait ce que j'ai vu. Si les directeurs artistiques, c'est comme moi j'ai pas étudié votre secteur, mais j'ai étudié le marché des comédiens à Paris quand j'étais à Sciences Po. Et si c'est comme les directeurs de casting, et si c'est comme les agents de stars, etc. Bon, en gros, ils ont eu une affaire, ils ont eu une aventure au bon moment avec la bonne personne. Quoi. Ah oui. En gros, c'est quand même beaucoup d'amour, beaucoup de sexe et une compétence qui est étudiée en deuxième ou troisième plan. Si ça fonctionne comme le cinéma et le théâtre. Mais pour devenir le DA, Pour se voir confier la responsabilité d'une collection, je dis bien si ça fonctionne comme au théâtre et au cinéma, je crois n'avoir vu aucun exemple où ça passait pas par une aventure. en fait, dans ce système justement de glorification, il faut savoir que Demna a été recruté chez Balenciaga après avoir fait des shows et des défilés à succès. Tout le monde parlait de lui. Donc en fait, quand Balenciaga s'est dit tiens, on va le prendre lui, bien entendu, il savait qu'il le prenait pour des raisons aussi, parce qu'il commençait à être de plus en plus connu, il faisait le buzz, donc il voulait que ça continue à faire le buzz, mais avec leur marque aussi. Donc il n'y a pas que le côté sexe. Il n'y a jamais qu'un côté.
Non. Toujours au moins 2, 3, 4, 5, mais bon. Et donc en fait, Dana, il continue à faire des collections à la fois pour sa marque et à la fois pour Balenciaga. Et c'est ce que ça donne. Donc là, à gauche, on a sa marque. Et à droite, on a Balenciaga. Et c'est sur un site web que j'ai pris des photos. Et ce sont des collections. Là, par exemple, ça va être à 1 an d'intervalle. Il va faire plus ou moins les mêmes... Sa marque est à gauche? Là, sa marque est à gauche et Balenciaga à droite. Balenciaga à gauche, sa marque à droite. Donc on retrouve oui, sa marque, c'est une version streetwear un peu casual de Balenciaga. C'est une version un peu moins élégante, effectivement. Un peu plus négligée, avec des guillemets autour du mot négligé. C'est ça. Ah oui. Là, c'est quand même assez choquant, la ressemblance. Ouais, effectivement. Ouais. Je veux dire, c'est exactement oui, c'est la même le chose. talon un peu comme ça. C'est la même chose. Et ça, c'est à combien de temps d'intervalle? Ça, c'est à une collection d'intervalle, à 6 mois d'intervalle. Donc, en fait, moi, je suis complètement d'accord avec la base. La base, c'est 99% ne savent pas et s'en foutent. Ouais. Mais bon, pour ceux qui s'en foutent pas et qui le savent, moi, quand je vois ça, je me dis, mais arrêtez de me prendre pour un con, quoi. Enfin, pourquoi est-ce que... C'est quoi le message qu'on donne? Je veux dire, il y a Balenciaga et il y a vêtements à côté. C'est presque la même chose. C'est quoi votre message? Mais parce que c'est pas que c'est un message, c'est en fait il faut comprendre que vous parlez d'un marché du travail qui présente 2 caractéristiques. La première s'appelle l'anomie, c'est-à-dire que la valeur et la qualité ne peuvent pas se juger sur des critères objectifs. C'est comme le marché des comédiens que j'ai étudié. C'est quoi un bon acteur? Ouais. Vous préférez Tom Cruise et l'autre il préfère je sais pas qui. Il n'y a pas de critères objectifs. Ce sont des préférences. Et les préférences humaines sont hautement manipulables. Donc ça s'appelle l'anomie. Anomie comme A, absence, et nomie, norme. Absence de norme. Personne ne peut juger objectivement sur des critères mathématiques de ce qui différencie la botte du haut de la botte du bas. C'est une question de goût, c'est bon. Donc premièrement, c'est l'anomie. Et le second, c'est l'absence de complexité technique. Je fais souvent le parallèle, enfin je le faisais à l'époque où j'habillais les gens. Les gens me disaient c'est quoi les différences de prix, etc. Machin. Je leur disais, tu vois, regarde l'horlogerie. L'horlogerie est un univers qui a un pied dedans, un pied dehors. Parce qu'il a un pied dans, un tout petit peu dans l'aspect mode, mais il a surtout un pied dans la bijouterie et la technicité. Et je dis, tu vois, imaginons une marque. Donc pareil, on prend notre équipe de bras cassés. Là. On prend notre Polonais, notre Indien, notre Chinois et nos 2 Juifs. Voilà. Et on leur dit, sortez-moi une montre et on va la vendre 20 000 €. Ouais. Donc il y en a un qui va dire, faut qu'il y ait les aiguilles dorées, l'autre qui va dire machin. Ils ont dessiné la plus belle montre qu'ils peuvent. J'aime bien les montres, donc c'est un truc qui me parle. Ils vont dessiner la plus belle montre en leur pouvoir. Vraiment, ils vont faire le mieux qu'ils peuvent. Ils vont la sortir, donc les revues spécialisées de cet univers vont en parler. Ils vont se faire démonter. Et ça, je peux vous le garantir. Pourquoi? Parce que la différence entre la mode et les montres, c'est que les montres, on se fout quasiment de savoir qui la porte. Toutes les marques qui ont essayé de se faire iconiser ou hitiser par des ambassadeurs ont échoué. Omega, par exemple, reste une marque entre guillemets, elle est bien vue, mais c'est pas une hit marque de montre. Ça fait pas fantasmer les foules, pas beaucoup en tout cas. Alors que leurs ambassadeurs, c'est George Clooney, Nicole Kidman. Et ils étaient la première montre à être allée sur la Lune. C'est-à-dire qu'en théorie, je veux dire, plus que George Clooney et Nicole Kidman, c'est comme difficile. Et pourtant, ça fait rêver personne. Parce que, on n'est pas dans un marché anomique. Il y a des trucs objectifs qui expliquent la complexité des mouvements ou pas. Un mouvement à tourbillon, c'est plus dur à faire qu'un mouvement normal. Et un mouvement normal, c'est plus dur à faire qu'un mouvement en quartz. Donc déjà, il y a des trucs objectifs. Donc le produit là il est vraiment voilà. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas une marge. Évidemment qu'une Rolex à 10 000 balles, elle coûte à Rolex
Moi, j'y vais, moi. 1000, enfin je sais pas, je sais rien, mais bon. Ouais. Même s'il y a une marge, il y a des critères objectifs et il y a un marché qui s'y connaît un peu. Et qui va dire à notre équipe de bras cassés un peu escroc, non, ça vaut pas 20 000 balles votre truc, je me fous que vous me la montriez au poignet de Kim Kardashian et de Ça m'impressionne pas. celle qui est tout le temps toute nue là, Emily Rat machin, je m'en fous. Pourquoi ? Parce que ça m'intéresse pas. Parce que moi je sais que votre mouvement, il vaut 200 balles sur Amazon. Et ça, c'est un public de connaisseurs. Il va spotter l'arnaque tout de suite en disant je me fous que les aiguilles sont en or, la mécanique dedans, c'est une ETO, blablabla, ça vaut 200 balles sur Amazon. Et c'est pour vous faire comprendre la différence entre un marché anomique avec un public entre guillemets peu sensible à l'aspect technique et un marché très normé avec un public très sensible à l'aspect technique. Et pourtant, on est sur des objets de déco. C'est-à-dire on est sur de l'apparence entre guillemets. Je pense qu'il faut peut-être encore plus préciser technique chère. Enfin, technique. Oui, j'ai pris un exemple de luxe. Compliqué quoi, voilà. Un exemple de luxe. Technique vraiment aboutie parce qu'il y a aussi des techniques dans le vêtement, etc. Il y a des choses qui peuvent être, et qui par définition vont être plus chères que d'autres, mais ça reste à un niveau où ça va être moins de 1000 euros. Bon, ma meilleure amie qui a fait Sciences Po comme moi, qui a monté des startups et qui est brillantissime, qui est surdouée, qui est tout ce qu'on veut, elle est fascinée par les sacs à main. Et elle ne voit aucun problème à ce qu'un sac à main vale 5000 euros. Ou plus, ou moins. Et je lui dis, mais comment ? Enfin, pourquoi ? C'est-à-dire, il n'y a rien au monde. Moi, je comprends qu'une Patek Philippe vale 20 000 euros. Ouais. Je ne dis pas que je les mettrai. Je ne dis pas que tout le monde devrait en avoir une. Mais il y a des raisons objectives, qui sont l'emploi du matériau, qui sont la difficulté à forger le matériau, qui sont le mécanisme. Ton sac, il est juste en cuir, quoi. Il n'y a rien qui justifie qu'il vaille 5 000 euros. Une bonne raison objective, c'est aussi par exemple, enfin, dans la bijouterie, dans la joaillerie, sans parler des montres forcément, même s'il y en a qui sont sertis, le poids d'un diamant, voilà, son ça prix, c'est des critères objectifs. Hyper objectif. C'est ça. Le coût On de peut être l'or, d'accord ou de pas l'argent. sur... moi, le diamant, ça me choque parce que j'ai vu Blood Diamond, là, le film, puis depuis, ça me fait mal au bide, quoi. Enfin bon, en omettant ça, il y a des critères objectifs. Voilà. Tel carat, ça vaut tant. Voilà. Mais un sac en cuir, quel que soit l'animal qui a fait le cuir, et je suis pas végétarien ni vegan, je m'en fous, mais quel que soit l'animal, il n'y a aucune raison que ça vaille 10 000 balles, c'est pas possible, c'est pas normal. Ça, c'est un marché anomique. Ben, en fait, c'est bien d'aborder cette question-là, parce que justement, une des questions que je voulais vous poser, c'est pourquoi est-ce que c'est si différent dans le monde de la joaillerie ? Alors, on parlait des montres aussi, hein, mais voilà, c'est vrai que dans le monde de la joaillerie, c'est pas du tout comme dans le monde de la mode, où il y a un DA tous les 2 ans, où le DA est promu, etc. Sur les pubs de Cartier, ils avaient fait, je sais pas si vous avez vu, il y avait une super pub limite du style Steven Spielberg qui durait 5 minutes, etc., où il revenait vers tous les classiques de Cartier. Et à la fin, il y a marqué Cartier, joaillier au pluriel, depuis telle année. Et c'est là où c'est ce qui m'a fait percuter. Alors non seulement ils disent pas Karl Lagerfeld depuis machin, C'est une bonne remarque. ils disent joaillier, mais ils disent pas que joaillier, ils disent joaillier au pluriel. Donc il n'y en a pas qu'un. C'est des subtilités qui m'avaient échappé. Et je trouve ça intéressant parce que justement, ils ont une vision différente. Mais c'est parce que sans doute un bijou, dans l'inconscient collectif, ça se transmet. Mais Alors parce qu'un que vêtement, ça ça se se transmet transmet pas. parce que c'est beaucoup plus cher aussi. Un bijou H&M, ça se transmet pas. Je pense que c'est la valeur. En fait, c'est pas tant l'objet en soi, c'est la valeur qui est associée. Un sac à main à 10 000 euros, ça se transmet. Un sac à main à 20 000 euros, ça se transmet. Un t-shirt à 20 000 euros, ça se transmet moins. Parce que ça passait à la machine à laver. Et que t'es vraiment trop con de l'acheter à 20 000 euros. Mais je pense qu'il y a une question, et la dimension du prix, finalement, elle va influer vachement sur... Et j'avais lu justement une interview sur Cartier, parce que j'en parle dans mon mémoire, en me disant, attendez, c'est pas normal que, effectivement, ce monde de la joaillerie, il a un pied dedans, un pied dehors, et essayons de comprendre ce qu'il en est. Et un des DA de Cartier disait, non mais nous, on n'a pas de... Entre guillemets, hein, on n'a pas de temps à perdre avec les DA. Ça change trop, etc. Non, nous, on travaille tout sur le produit. Parce que ça coûte trop cher, en fait, de s'occuper d'un DA et d'avoir à changer tous les 2 ans, etc.
eux, ils capitalisent tout sur Cartier, Louis Cartier, qui a fondé la maison en 1800 et quelques. On va mettre dans l'environnement boutique, on va mettre le tableau de Cartier, etc. Et ensuite, on va continuer à faire nos collections tous les ans et en faisant toujours des petites allusions à Cartier, mais c'est tout quoi. Bref, bon voilà, c'est intéressant de voir que dans ce monde-là qui est un petit peu associé à la mode, il n'y a pas ce penchant vers les DA, stars, en tout cas moins. Je suis pas aussi convaincu que vous que ça soit associé à la mode. Je connais pas la bijouterie femme. Pas beaucoup, enfin, je la connais comme un mec quoi. C'est-à-dire, je connais 3 marques, j'aime bien Pomellato et voilà. Mais en tout cas, pour revenir, enfin, ma seule référence c'est les montres parce que c'est le seul univers qui se rapproche de ce que vous dites et que je connais un peu. Et c'est pas du tout la même sociologie de clientèle en fait. Les gens qui achètent des montres chères se foutent des fringues et vice versa. Les fashion victimes hommes se foutent des montres, ou n'en connaissent que 2, et les grands amateurs de montres chères se foutent des fringues complets. Je suis allé à des enchères de montres, les mecs ressemblent à des ploucs. Je me rappelle d'un mec qui a sorti, c'était chez ma tante à Paris, là, vous savez, au Mont-Piété. C'est quoi ça? C'est un établissement qui fait des enchères d'objets d'art, de meubles, de montres, tous les mois à Paris. D'accord. C'est dans le Marais. Okay. Ça s'appelle le Mont-Piété et le nom familier c'est chez ma tante. D'accord. Et j'étais à une enchère de montres comme ça parce que ça m'amusait à l'époque. Bon maintenant ça m'a un peu passé. Mais je me rappelle d'un type mais immonde, habillé avec un accent tout pourri, habillé tout en vert, avec des chaussures vertes, un pantalon vert, un pull vert, gras, lipu, enfin vraiment le mec dégueulasse quoi. Et il a enchéri sur une Daytona à 27 000 €. Il est reparti avec 27 000 plus 11%, les enchères c'est 11%. Donc le mec il a sorti 30 000. Il a tendu sa CB comme ça, paf. Et il était immonde quoi. Et pour connaître ces gens, ils sont totalement décorrélés de la fringue. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les bijoux, mais je me laisserais volontiers penser que les dames qui vont être très pointues en haute joaillerie sont pas des dames forcément très pointues en mode. Et que les filles très pointues en tendance de mode vont porter la bague de maman ou je sais pas quoi, mais elles vont pas être hyper pointues en joaillerie parce que il y en a un, c'est l'intemporalité et le matériau. Et la transmission. Et l'autre, c'est la transmission. Et l'autre, ça va être le bout d'étoffe qu'on met, qu'on lave, on transpire dedans 3 fois, il passe de mode et puis on ne le met plus quoi. Ouais, c'est clair. Et je voulais faire une remarque sur une analyse que vous m'aviez faite dans votre question introductive, qui était plus qu'une question, mais une vraie introduction. Moi-même, je me perds un peu. Hein. Je vois. Vous disiez, oui, mais la création, le vrai créateur, c'est Dior, et puis après, c'est plus des créateurs. Mais en fait, le terme création dans l'art n'a pas le sens qu'il a en théologie. En théâtre, par exemple, la création d'une pièce, c'est pas celui qui l'a écrite, c'est celui qui la joue la première fois. D'accord. Une pièce écrite en 1950, si elle n'est montée qu'en 1975, donc 25 ans plus tard, et ben en 75 on dit j'ai assisté à la création. Alors que l'auteur est mort, enterré, mangé par les rats et les vers quoi. Il est complètement. L'auteur c'est de la poussière, elle n'existe plus. Et on dit la pièce a été créée le jour où elle est montée sur scène. Et donc du coup, l'analyse par rapport à est-ce que le créateur c'est Dior ou son remplaçant, je dis que si on réfléchissait en termes littéraires, quiconque fait monter le dessin sur une scène sur un catwalk, quiconque fait monter la pièce sur un podium de défilé, la crée. Donc en fait, le créateur c'est l'exécutant. Il y a une très belle citation en théâtre, on dit la pièce c'est le texte debout. Et on pourrait dire dans votre univers que le créateur, c'est celui qui met le dessin debout en fait. Parce que votre pull ou n'importe quoi, c'est ma veste, c'est un trait de crayon horizontal. Et le seul moment où elle sera verticale et habitée, c'est quand vous allez la porter. Et donc ça me choque pas du tout que le créateur soit celui qui la mette debout en fait.
Oui. Bon, après, dans le contexte de la mode, Dior, il a fait aussi des défilés. Enfin, je veux dire, il a fait Bien des sûr, défilés, mais des choses quiconque opère continue à faire, cette opération de verticalité et fait porter un vêtement, ça ne me choque pas qu'on l'appelle le créateur, parce que ayant étudié et grandi dans le théâtre, du coup ce renouvellement de la création ne me choque plus. Ça m'a fait bizarre au début, mais après je me suis dit bah oui, c'est vrai que même si elle a été écrite il y a 30 ans, bah oui, mais enfin sauf que si personne n'a jamais joué, elle est vivante mais morte quoi. Oui, mais dans le cas de la mode, pour le coup, ça a déjà été joué une fois. Mon analogie atteint vite ses limites, mais bon. Non, mais il y a des choses... J'essaie d'être en désaccord, parce que si on est en accord tout le temps, Non, mais bien drôle. sûr, non, mais tant C'est mieux. pas une conversation. Mais du coup, C'est les par gens exemple, qui si on t'as continue, toujours super raison. si on continue avec cette analogie, il y a eu des réinterprétations de grands classiques et qui ont été... moi, j'ai pas d'exemple à donner, mais parce que je suis nulle. Non, mais je veux dire, Les Noces de Figaro, enfin, je veux dire, ça a été refait, oui, enfin voilà, oui. réinterprété, des ballets de danse classique qui ont été réinterprétés, Casse-Noisette, mais avec une chorégraphie complètement différente. Ouais. C'est considéré comme une création, enfin en tout cas moi je considère ça comme une création et je trouve que la personne qui l'a réinterprété tout ça, elle est carrément légitime à ce que j'applaudisse à la fin quoi. Donc en fait votre analogie, on peut la continuer comme ça en disant mais oui d'accord, Christian Dior il avait déjà fait le concept de verticalité et mis des mannequins debout, l'autre aussi mais il réinterprète, il fait ça aussi de manière tout à fait... belle et intéressante, donc on peut aussi l'applaudir à la fin. Quoi. Peut-être que c'est ça. Je sais pas, moi je vais plus au défilé parce que chaque fois que j'y suis allé, je me suis fait chier à mourir. C'est trop court, il y a trop de bordel à voir en fait. Ouais. À l'époque où j'y allais, donc il y a 1 heure de queue, il faut se battre et tout. On arrive, on est là, puis on va, ça dure 5 minutes. Tout le monde fait ça et tout le monde s'en va quoi. Et on est là, mais c'est pas... j'ai mis ma demi-journée entre me garer, me vérifier 3 fois que j'avais bien mon invite et tout, et pour 5 minutes quoi, donc j'ai capitulé. Sorry. Absolutely. Je pense que je vous ai posé toutes les questions que je voulais vous poser à la base, mais en fait vous connaissez vachement de choses sur la mode, en plus si vous avez travaillé dans ce milieu du coup avant. J'ai pas vraiment travaillé dans ce milieu, mais il y a une époque où j'aimais bien les fringues, maintenant je m'en fous un peu, mais à une époque où j'aimais bien, et comme je suis pas un sociologue normal, parce que je suis pas sponsorisé par un centre de recherche, je suis pas le sujet, je suis pas le suppôt du système quoi. Un vrai sociologue c'est quelqu'un qui est payé par l'État. D'accord. Et donc c'est une pute quoi. C'est quelqu'un qui dit ce qu'on veut lui faire dire, qui étudie ce qu'on veut lui faire étudier et qui sort les résultats qu'on veut lui faire dire en fait. C'est ce que j'ai très vite compris à Sciences Po. On voulait me faire mon mémoire sur un truc qui leur rapportait de l'argent. J'ai dit mais non mais ça m'intéresse pas, moi je veux étudier le théâtre, le cinéma et tout. On m'a dit bah non tu vas avoir des problèmes. J'ai dit mais quel type de problème? On va me dire bah tu vas voir, t'auras pas une très bonne note quoi. Donc je l'ai fait quand même puis j'ai eu la plus mauvaise note. C'était Sciences Po à Paris? Ouais, c'est comme ça. En fait, on est poussé à étudier ce pourquoi le labo est sponsorisé. Et en fait, le labo est sponsorisé sur les résultats que l'État a envie de promouvoir. Moi, par exemple, c'était en 2001, donc c'était le début de la construction européenne. Et enfin, c'était les phases, voilà. Et on voulait nous faire bosser sur les bénéfices de la PAC, de la politique agricole commune. Donc, un, je m'en foutais, et puis deux, je sentais que ça allait pas être très honnête. Ah oui, bah, s'ils veulent vous faire bosser là-dessus, ouais. En gros, c'était créer un matériau intellectuel dans lequel nos soi-disant intellectuels d'État allaient puiser pour citer en disant « Mais très cher ami, les recherches récentes ont montré que... » Et j'ai senti, sans pouvoir les... Alors, pour le coup, sans pouvoir l'expliquer, pas parce que j'étais F, mais parce que j'avais dit 22 ans, 23 ans, j'ai senti qu'il y avait une arnaque quelque part. Donc j'ai dit non. Vous payez ou pas pour faire ça? Ah non, nous on n'est pas payé. Non, c'est le labo qui prend les sous et qui nous fait bosser gratos. Voilà, c'est ça. Et puis c'est comme ça qu'ils ont un hôtel particulier dans le 6e. C'est génial. Et moi j'ai senti l'arnaque. J'adore l'idée. Parce que j'ai senti l'arnaque en fait. Je me suis dit, mais nous on bosse gratos. Le résultat est ensuite porté
au ministère de je sais pas quoi par nos Comme tuteurs. la nouvelle source C'est qui ça. dit que... Et c'est le grand institut d'études politiques a montré que. Donc moi j'ai senti qu'il y avait une arnaque quelque part sans être en mesure de l'expliquer. Et j'ai dit non mais moi je veux étudier ce que je veux, en l'occurrence le marché du théâtre. C'était la grande. Il y avait une émission sur Canal+ à l'époque qui était une télé-réalité dans le cours Florent. Ok. Alors, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu, mais c'était en 2001-2002. Tous les soirs sur Canal, il y avait comme un love story, Du coup, Florent, ouais. mais pas du tout vulgaire et pas Ouais, du tout genre Jean-Édouard et Loana, mais c'était la vie d'élève de théâtre. Et donc ça m'avait fasciné. Et donc j'étais allé au cours Florent, au cours Simon, au cours Cochet, au cours de la rue Blanche. J'avais fait tous les cours avec mon carnet de notes et mon dictaphone à cassette. Et j'avais demandé aux gens, alors, c'est quoi ton plan, comment ça va se passer? Et puis j'avais fait des découvertes. Et donc j'étais rentré à Sciences Po et on m'avait dit, c'est très bien, voilà, 12. Et j'avais dit, mais pourquoi tout le monde a eu de 16 à 13? C'est bien 12 déjà. Non, c'est pas. Ah ouais. Parce qu'en fait, en dessous de 13, vous ne pouvez pas demander une thèse. Ah d'accord. Donc 12, Ah ouais. 12 ça veut dire cassez-vous en fait. Ah ouais, donc 12 c'est un message. C'est ça, c'est un message. C'est 13 à la limite. C'est une note et un message. 12,9 c'est cassez-vous. Et donc du coup, j'ai vite compris que mon intérêt pour la psychosociologie, la sociologie, la façon dont les trucs s'imbriquent, comment fonctionne le monde et les choses, n'allait pas pouvoir être subventionné par le système. J'ai compris que c'est pas possible en fait, et que tous ceux qui s'en prétendent sont des voleurs. Ouais. Et donc j'ai dit comment je gagne ma vie pour pouvoir dire ce que je pense en vous disant tous voilà, une femme c'est ça, un homme c'est ça, et allez vous faire foutre, et bien que je gagne ma vie. Et en fait tout ce que je savais faire à l'époque, c'était acheter des fringues. Donc pour m'acheter ma liberté, j'ai habillé des hommes, pas des femmes. Les femmes j'y connais rien, mais j'ai habillé des hommes, parce que les hommes s'habillent très mal. Ils savent pas acheter un truc à leur taille et tout. Et donc du coup j'ai fait ça quelques années en parallèle de mes recherches, on va dire, un peu plus sérieuses. Et maintenant que je suis complètement autonome, je peux dire ce que je veux. Et chaque fois que j'ai fait l'erreur de retourner dans le système, comme de co-présenter une émission sur M6 l'année dernière, La mariée au premier regard, chaque fois je me suis fait punir. À chaque fois, Ça fait peur peut-être, je sais pas. le système vous castre et vous censure et vous tape sur les doigts avec une force. Et chaque fois, je me dis non, cette fois-ci, t'es assez fort et tu vas. Et en fait, tu peux pas leur résister. Vous pouvez pas leur résister. Si c'est un gros média, un gros canal ou une grosse maison de je sais pas quoi, vous êtes castré. Vous êtes obligé de mentir en permanence. Et chaque fois, je me dis. Ça doit être. Enfin, c'est toujours un échange pense que vous, vous visibilité êtes contre confronté, intégrité. ouais. Quoi. C'est Est-ce ça. que j'accepte de céder un tout petit peu d'intégrité pour beaucoup de visibilité? Alors on dit oui, on dit allez, là tu vas être vu par 5 millions de personnes, vas-y fais-le. Et en réalité c'est atroce. Parce qu'il faut débiter, il faut annoncer un discours lénifiant en permanence, mentir en télé, mentir en radio. Vous l'avez vu l'émission? J'ai regardé, j'ai regardé.